Cette vidéo est sponsorisée par Oli. On va parler de skate? Bah non. Oli est une marque européenne de boissons sous forme de sachet en poudre qui se veut à la fois écologique et beaucoup plus saine pour la santé. Rien à voir aussi avec le rappeur. Je t'en supplie, arrête. Vous trouverez toutes sortes de goûts et de variétés autour de deux gammes phares, Ice Tea et Energy. Mais je vous entends déjà hurler derrière vos écrans. Mais Quentin, quel est le sens de la vie? Par là. C'est pas ça la question. Qu'est-ce que cette marque a de si différent et comment arrive-t-elle à se démarquer des autres? Mais je sais pas, j'en sais j'en sais rien. Déjà, plus écologique, avec moins d'emballage que des Cadets et une réutilisation optimale avec les très belles gourdes et shakers proposés par le groupe. Beaucoup plus sain pour le corps, avec zéro sucre et zéro taurine et des arômes et des colorants naturels, et l'utilisation d'antioxydants, je sais pas ce que ça veut dire, et de vitamines. Parfait pour ceux qui font du sport. Ouais, pas comme toi, quoi. Et tous les soirs j'ai du sport, hein. C'est pas un sport, la branche. Il y a également la gamme Energy qui utilise une nouvelle caféine, la New Caf, qui se veut déjà beaucoup plus healthy et longue durée que la caféine normale. Personnellement, j'ai eu un petit coup de cœur avec la gamme Ice Tea, notamment avec les goûts pêche et mûr, et j'avoue que c'est vraiment bien. Et si vous hésitez sur les gammes, les prix ou bien d'autres choses, n'hésitez pas à découvrir les packs découvertes, qui sont des box d'échantillons où vous avez la majorité des saveurs disponibles. C'est la meilleure façon de découvrir ces boissons healthy, bien meilleures pour la planète et pour la santé. Avec plus d'une dizaine de goûts disponibles pour chaque gamme, vous aurez le choix de 3 packs découvertes. Le pack Energy, Ice Tea et le pack Mix que vous pouvez voir ici. Vous pourrez trouver tous ces produits sous forme de sachets ou de pots en poudre, avec donc une gourde fournie. Et j'avoue qu'elle a un petit peu de la gueule. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à voir la description où vous avez toutes les informations disponibles et également mon code promo CLAP5. Mais non, t'as un code promo? Ouais, j'avoue, c'est un peu la classe. Donc avec le code promo le CLAP5, vous avez une réduction de 5 € lors de votre achat. Un pack de produits de base vous revient à 14,99 € ou sinon à 19,99 € avec le shaker en plus. Elle est pas belle la vie. Merci encore à Oli pour votre aide et votre confiance. Et n'oubliez pas, pour garder la forme, il faut aller au lit. T'es conscient qu'ils vont jamais nous rappeler? Je pense pas. Bon, j'adore Batman. Il a tout simplement fait naître ma cinéphilie. Sans lui, jamais je n'aurais aimé le cinéma. Même encore aujourd'hui, je me pose la question. Pourquoi cette aura? Pourquoi cet impact? Sans Tim Burton, sans Matt Reeves et sans Christopher Nolan, jamais je n'aurais pu répondre à cette question. Et jamais j'aurais eu envie de me lancer dans la création audiovisuelle. Et quand je repense à lui, il y a un film qui me reste en tête et qui me trouble. Le plus gros succès de Batman à ce jour est sans doute celui qui a fait le plus parler. Celui qui a été autant rejeté qu'adulé. Celui qui a le plus divisé. Il faut qu'on parle de The Dark Knight Rises. Le film a une histoire complexe. The Dark Knight Rises est le dernier film de la trilogie de Nolan autour du Chevalier Noir. Une trilogie qui a redéfini les codes des films de super-héros à la fin des années 2000. C'est surtout avec The Dark Knight que Nolan va marquer au fer rouge au cinéma. Premier film de super-héros à dépasser le milliard au box-office. Une reconnaissance unanime de la part des critiques et du public qui offre au réalisateur britannique une véritable stature à Hollywood. Tous les signaux sont au vert pour que la trilogie puisse se conclure de la plus belle des manières. Et malheureusement, la vie en a décidé autrement. Heath Ledger, l'interprète du Joker, est décédé en début d'année 2008. Cet incident va remettre en cause le final de cette histoire, qui au départ devait montrer le procès du Joker et la transformation d'Harvey Dent. Ainsi, suite à ces changements, les rumeurs vont bon train pour savoir qui allait affronter Batman, et dans quelle direction allait se profiler la conclusion, tout en essayant d'éviter la malédiction du troisième film. Vous savez, c'est l'idée que le troisième film d'une trilogie est forcément le moins bon de la saga. Et c'est pas forcément faux. Non mais attends, t'as quand même des contre-exemples, genre Le Retour du Roi. Oui, c'est vrai, oui. Indiana Jones 3. Ouais, lui, il était cool. Twilight 3. Quoi? La Warner voulait au départ Leonardo DiCaprio en homme mystère, mais Nolan souhaitait un méchant plus radical et émotionnel pour Batman. Ainsi, c'est Bane qui est choisi, interprété par Tom Hardy. À ses côtés, Anne Hathaway sous les traits de Catwoman. Et heureusement, pas les Berry. Le tournage se lance en mai 2011 et je me souviens que c'était la première fois de ma vie où j'étais à l'affût du moindre renseignement sur internet. Les photos de tournage, des informations sur le scénario, les bandes annonces, j'ai essayé de tout voir et de tout écouter avant de le voir. C'était presque devenu une obsession à ce stade. Sorti le 25 juillet 2012, c'est également le premier film que j'ai vu 2 fois au cinéma. C'était le film que j'attendais le plus. Celui qui m'a fait rêver quand j'étais jeune et qui m'a fait pleurer comme un bébé après son final en apothéose. Oui, j'ai fait une Lucie devant Batman. J'assume totalement. Le film est un succès colossal, dépassant même le deuxième volet au box-office.
Quand on y jette un œil, on voit que les retours publics et critiques sont très bons. Mais depuis quelques années, on a une certaine tendance à remettre en question le travail de Nolan. Moi y compris. Et malheureusement, celui qui s'en prend le plus la gueule, c'est ce Dark Knight Rises. Alors que moi, je l'ai toujours adoré. Alors est-ce que le film est sous-estimé ou fait-il encore partie des victimes de la fameuse malédiction des trilogies? On va voir ça. Le film s'ouvre sur le discours de Gordon qui nous plonge direct dans l'ambiance. Et nous ne trouverons pas de sitôt un autre modèle d'inspiration digne du sien. Je croyais en Harvey Dent. Même s'il a tué 5 personnes, qu'il a failli tuer ma famille et Batman, et qu'il m'a humilié devant tout le monde. C'était un bon gars, hein. On enchaîne avec Peter Baelish qui prend la pause et qui est en charge du transport du docteur Pavel et de quelques prisonniers. Il les interroge pour avoir des informations sur le mercenaire masqué qui les dirige, mais surprise, ce mercenaire, du nom de Bane, est l'un d'entre eux. Personne ne se souciait de qui j'étais avant que je mette ce masque. Quentin, il a besoin de toi pour un rôle. Ah non, non, je suis pas d'accord. Tout ça parce que je suis chauve. Mais non, le rôle est super pour toi, et oui. Alors si vous tendez l'oreille, vous constaterez que la voix de Bane possède un son plus clair. C'est parce qu'ils ont dû redoubler la voix après quelques projections tests, car apparemment on n'entendait pas correctement la voix de Tom Hardy. If I pull that off, will you die? It would be extremely painful. You're a big guy. For you. If I pull that off, will you die? It would be extremely painful. You're a big guy. For you. C'est pas la même chose. Et ça me fait chier de le dire, mais je trouve que Tom joue mieux dans sa première version. Avec le doublage là, il est un petit peu plus théâtral, et son éloquence est trop appuyée pour être crédible. Mais bon, c'était quand même nécessaire pour que le public puisse comprendre. Personne ne se souciait de moi avant que je porte ce... Quoi? Je disais, personne ne se souciait. Tu peux lui mettre les sous-titres parce que je comprends rien là. Je vais te démolir. Ah, là c'est mieux, merci. Attends, quoi? Bane s'est laissé capturer pour enlever le docteur Pavel et détourner l'avion de la CIA. Et je comprends pourquoi Christopher Nolan affirme que c'est la séquence qui le rend le plus fier. Car c'est méga classe. C'est une séquence qui est digne des meilleurs films Mission Impossible. Dès l'intro, tu sens que Nolan, il est pas là pour enfiler les perles. L'heure n'est pas à la peur. Cela viendra plus tard. On va pas revenir sur la véracité physique de l'action ni sur le plan un petit peu foireux à base de transfusion de sang, on se laisse porter. Après que Ben ait réussi à s'enfuir, le film nous ramène à Gotham. 8 ans après la mort d'Harvey Dent, une loi en son nom a été instaurée. Une loi qui a permis au crime organisé de disparaître, libérant ainsi la ville de la pègre et réduisant radicalement la criminalité. Une réception est donc donnée dans le manoir Wayne pour commémorer sa mort. Et on peut voir Bruce qui regarde le discours au loin. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Alfred, il y a des gens chez moi! Bravo! Dans cette réception qui rassemble le gratin des hauts représentants de la ville, nous faisons la rencontre de 2 personnes importantes pour l'intrigue. Elles se disputent le contrôle de Wayne Enterprise qui tombe en ruine depuis quelques années. Daggett, interprété par Ben Mendelsohn, que vous avez vu dans Rogue One ou dans Misanthrope, et Miranda Tate, jouée par Marion Cotillard. Ah, Marion Cotillard. Ah, commence pas, hein. Putain, mais j'ai rien dit. Pendant que les 2 autres se prennent le chou, une serveuse arrive dans les salons privés du manoir pour déposer le dîner de Bruce, qui la surprend en jouant avec un arc. Épuisé et blessé à la suite de sa chute dans le 2e opus, Bruce est dépeint comme un vieil ermite marginal et désabusé. Mais surprise, la serveuse, jouée par Anna Thaoué, est en fait une voleuse, Selina Kyle, Catwoman. Mais ils diront pas le nom dans le film. Et je trouve ça cool. Elle s'enfuit avec le collier de la mère de Bruce en sa possession et s'incruste dans la voiture d'un sénateur, qui n'a pas l'air très surpris, vu que c'est une jolie femme. Bravo, monsieur le sénateur! Une très belle mentalité! Beauf de France. Tout ceci permet à Bruce de retourner dans sa Batcave et de constater que ce n'est pas le collier que Selina voulait, mais ses empreintes. Pourquoi? On n'a pas le temps de se poser la question qu'Alfred met une soufflante à Bruce. Ça fait partie de la vie, monsieur. Mais ce n'est pas vivre ce que vous faites, c'est attendre, espérer que les choses se gâtent à nouveau. Il lui explique qu'il aurait aimé que Bruce ne revienne jamais à Gotham, car cette ville ne lui apporte que malheur et souffrance. Qu'il rêve de le voir épanoui en dehors de cette ville, et de le croiser au hasard dans un café à Florence avec femme et enfants. Christopher, je veux pas remettre en cause ton script ni ton travail de réalisateur, mais c'est absolument pas subtil. Ça passe. Parallèlement à tout ça, nous suivons John Blake, un policier enquêtant sur la mort d'un orphelin retrouvé près des égouts. Il découvre que l'orphelinat n'est plus soutenu par la fondation Wayne, faute de moyens, et il décide d'aller voir Bruce Wayne pour comprendre. Mais juste avant cela, on retrouve Selina qui vend les empreintes de Bruce à ses commanditaires. Et évidemment, la transaction, elle se passe pas très bien. Attendez un peu. Pourquoi ils ont remis 2 fois l'action? Je suis pas forcément tout seul à penser ça, mais à mes yeux, le plus gros défaut de Christopher Nolan, c'est le montage. J'en ai pas vraiment parlé depuis le début, mais entre l'enchaînement très rapide des séquences, des dialogues qui ont l'air d'être coupés avant la fin de la discussion, un montage qui brouille la localisation des personnages, et surtout les scènes d'action, c'est assez compliqué de comprendre ce qu'il se passe. C'est pas aussi problématique que dans Tenet, mais je trouve ça dommage que Nolan ne laisse pas respirer ses plans, ou coupe au mauvais moment.
Déjà que c'est un réalisateur qui aime bien jouer avec la temporalité et les séquences alternées, faut parfois s'accrocher pour tout bien suivre. Et ici, le fait de remettre 2 fois la même action, c'est hyper bizarre. Non mais franchement, tu crois vraiment que le public va faire attention à ça? C'est en plein milieu de l'action. Qu'est-ce qui va voir ça? Bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccord, votre émission d'analyse après-film avec Jean-Michel, notre cinéphile casse-couille, qui vient remettre en question la cohérence d'un film. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Un montage mal fichu, une incohérence narrative, rien ne passe sous mes Et yeux. aujourd'hui, on s'attaque à The Dark Knight Rises. Et croyez-moi, on a à boire et à manger. Par exemple, regardez cette séquence. On peut voir que le monteur a réutilisé 2 fois la même action pour illustrer une scène de combat, ce qui n'est pas du tout raccord avec la cohérence temporelle du film. Oh, vous savez Jean-Michel, ce genre de choses au final, personne ne les remarque. C'est pour ça que je suis là, Jean-Michel, pour montrer qui sont les vrais cinéphiles et qui a les meilleurs goûts, surtout avec vos réalisateurs moisis là. Enfin, mais calme-toi. On doit sauver le cinéma! La police et les criminels s'affrontent et en essayant de les poursuivre jusqu'aux égouts, Gordon se fait surprendre et capturer. Pendant qu'il se fait emmener, il parvient à voir le groupe de mercenaires en train de planifier une attaque prochaine. Mais Bane n'est pas content. Le commissaire ne devait pas se faire capturer, ni voir ce qu'il se passe. Ça fait pas partie du plan. Je crois que Nolan a aussi une obsession sur le mot plan. Que ce soit dans Inception ou dans Tenet, ça revient super souvent. Gordon s'enfuit et se fait récupérer par Blake qui, malgré le nombre d'embouchures dans les égouts, arrive à le retrouver très facilement. Encore une belle coïncidence, dis donc. Mais non! Mais hasard de dingue! Il débarque chez Bruce à l'improviste pour le prévenir que le commissaire est blessé et qu'il a besoin de Batman. Attends quoi? Moi, dès que je vous ai vu, j'ai su qui vous étiez vraiment. Votre regard, je l'avais déjà vu quelque part. Dans la glace, quand je m'entraînais. C'est méga pété comme explication. Ça passe. Enfin, ça sort de nulle part. Aucun indice ni aucun lien dans la trilogie pour comprendre ce cheminement. Là, c'est plus du symbolisme, c'est totalement gratuit. J'aurais pu accepter si c'était Jeffrey adulte dans Batman Begins, avec un petit flashback pour montrer tout ça. Mais là, le coup du regard, c'est non. C'est Batman, pas Superman. Pour moi, c'est un peu facile, et ça va être un peu le problème global du film, sa facilité narrative. Bref, cette entrevue inopinée motive Bruce à sortir de sa grotte. Il part en premier lieu à l'hôpital pour voir qu'effectivement, son corps est en sale état. Non mais c'est rien du tout, un Doliprane et ça passe. Ça n'a pas l'air de l'empêcher de faire une cascade du turfu pour rejoindre Gordon, qui l'implore de revenir combattre à ses côtés. Le Batman, il doit revenir. Et s'il n'existe plus? Il le faut. Il le faut. J'avoue que cette image, ce plan, ça m'impressionne toujours. Voir Gordon dans cet état, ça fait un peu quelque chose. Bruce continue sa petite promenade en retrouvant la trace de Selina, qui l'avertit d'un gros bouleversement à venir, et échange le collier de sa mère contre sa Lamborghini. Ne vous en faites pas, monsieur. Il faut du temps pour retrouver le rythme, voilà tout. Pour conclure, il part revoir Lucius pour lui parler de l'entreprise, mais effectivement, les caisses sont vides. Tout ceci suite à un projet secret d'énergie renouvelable que Bruce ne veut pas stopper. Mais encore une fois, ça sort de nulle part. Depuis quand Bruce il s'intéresse à l'énergie et à l'écologie? T'es en train de dire que l'écologie c'est pas important? Non mais arrêtez d'être con. Tout ceci ravive la flamme de Bruce pour enfiler le costume, avec juste une petite attelle pour sa jambe. Le mec a le corps en lambeaux, mais une petite attelle, et c'est reparti. Alfred apporte le fruit de ses recherches sur le passé de Bane, un homme violent, né en prison, qui a réussi à être excommunié de la Ligue des Assassins par Ra's al Ghul, le méchant du premier film pour ceux qui s'en souviennent pas. Ça montre un peu la dangerosité de Bane, et ça change de Batman et Robin. Pour justement montrer sa différence et son originalité, Bane s'attaque à un bureau de bourse et fait couler Wayne Enterprise sous les ordres de Daggett. Et cette scène fut la première polémique du film. On y reviendra en temps voulu. Une course-poursuite se lance, et là... Qu'est-ce qui se passe avec l'éclairage? Oh putain! Oh putain! Oh putain, les frissons! Vous voyez les scènes au cinéma où les gens hurlent dès qu'ils voient un caméo trop cool ou une scène d'action d'anthologie? Bah moi, mon premier souvenir, c'est cette séquence. Le retour de Batman. Et toute cette séquence me fait trembler à chaque fois. La musique, les plans, la lumière, la batte, ça marche tout le temps. C'est ça qu'on veut, bordel! C'est trop cool! Pendant ce temps, Selina, avec son costume incroyable avec ses lunettes qui se transforment en oreilles de chat, tente de voler à Daggett le table rase, un logiciel permettant d'effacer une personne sur le net. Où il suffit de mettre le nom d'un individu, sa date de naissance, pour qu'il disparaisse soudain de toutes les bases de données de la planète. Merci Daggett de nous le rappeler. Sauf qu'évidemment, comme Daggett est une personne de confiance, pas du tout. Elle se fait piéger par les mercenaires de Bane, et Batman arrive pour l'aider. Vous l'avez vu? Attention Batman, hein, je vais te... Une fois rentré, Bruce demande des analyses à Alfred. Et... bah les larmes quoi. C'est sans doute ma scène préférée du film. La séparation entre Alfred et Bruce. Le seul moment où Nolan coupe sa musique pour se concentrer sur 2 hommes au destin brisé, acculés par autant de souffrance et de malheur. Et à chaque fois, j'ai les larmes.
Cette scène est douloureuse mais nécessaire. Et cela peut impliquer une dernière chose. C'est de vous sauver la vie. On dit souvent que le cinéma de Nolan, ça manque d'émotion, c'est pas tout le temps réussi, mais là c'est poignant. C'est un Bruce esselé et ruiné qui va essayer de sauver les meubles en donnant les parts de son entreprise à Miranda Tate, afin de protéger le fameux projet secret. Une machine miracle pouvant alimenter toute une ville avec de l'énergie propre, mais qui doit rester cachée. Car déjà, elle n'est pas encore prête, mais aussi car selon un rapport du Dr Pavel que vous avez vu au début du film, cette machine pourrait se transformer en bombe nucléaire. Bruce choisit donc de faire confiance à Miranda pour la garder sous de bonnes mains. Il choisit aussi de faire confiance à son cul apparemment. Ah, là je te retrouve. Bruce décide de s'attaquer à la source du mal en s'infiltrant avec Selina dans le repère de Bane, qui lui aussi sait que Batman est Bruce Wayne. Non mais là c'est abusé. Sur 3 films t'as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8 Combien 8 personnes qui connaissent l'identité de Batman. 8 Le combat commence et la scène est incroyable. Et je vous entends déjà me dire que oui, c'est un petit peu trop chorégraphié, les coups ne sont pas forcément logiques, le montage n'est pas parfait. Mais Nolan s'est amélioré. C'est bien filmé, on ressent la puissance de Bane et la rage de Batman qui se laisse totalement emporter, le silence est glaçant, les dialogues sont intenses, et ça... Où ton corps? À chaque fois, j'ai un sursaut de peur avec ce bruit strident. Et ce plan qui fait mais tellement mal. Ouais, c'est classe. Et ça fait mal. Cette séquence, elle me fait oublier tous les défauts. Bruce est alors emprisonné dans l'ancienne prison de Bane pour le torturer psychologiquement et physiquement. Il va pouvoir ainsi lancer son plan sous les yeux impuissants de Bruce, isoler et détruire Gotham de l'intérieur pour redonner le pouvoir au peuple. Et là, c'est le deuxième point clivant par rapport au film, mais on va y revenir, promis. Première étape du plan, récupérer la machine de Bruce et la transformer en bombe nucléaire. On n'est pas dans la merde. C'est serein, c'est serein. Deuxième étape, emmurer la police sous terre avec un plan qui repose sur beaucoup de hasard quand même, hein. Mais on s'en fout parce que ça permet d'avoir une des séquences les plus marquantes du film. Bane active une série d'explosions partout en ville pour isoler l'île de Gotham du reste du monde. Et ça donne ce plan de fou qui se termine trop tôt, mais putain de merde Chris, tu fais chier! Alors, je m'explique. Je répète encore une fois que ce qui me dérange le plus en ce moment avec Nolan, c'est son montage. Soit il y a trop de musique, soit ses plans se coupent trop tôt. Et là, en l'occurrence, il a coupé la réaction du joueur qui laisse tomber le ballon. Oui, c'est un détail, mais c'est important. Et je dis ça car on voit ce moment dans la bande-annonce. Le fait d'avoir coupé trop tôt, ça enlève l'impact émotionnel du joueur, et donc, ça l'enlève au public. T'étais à ça de créer un plan parfait. En parlant de plan, celui de Bane, il est pas un peu tiré par les cheveux? Alors, voilà le plan. On se dirige vers cette place à 17h, ok? On remplace le béton du chantier par des explosifs pour faire sauter les points stratégiques de la ville. On fait attention au trafic, il y a des travaux. Les JO qui arrivent, c'est galère, on le sait tous. Très important, il faudra attirer les policiers dans cette zone pour qu'on puisse les ensevelir sous terre. Par contre les gars, ça va demander un timing parfait. Ce sera au moment du match Sochaux-Lorient, c'est à 18h, donc vous synchronisez bien vos montres. Et le plus important, il faudra rester en ville quand elle explosera, car sinon, notre plan n'aura aucune symbolique. Des questions? Mais attendez, ça a aucun sens. Ouais, c'est complètement con. Oui, je suis d'accord, mais avec un bon montage et une bonne musique, ça passe nickel. N'est-ce pas, Chris? Ouais, ça passe. Une armée sera levée. Les buissons seront arrachés à leur nid de décadence. Putain, les frissons, sa race! Faisons un petit bilan jusqu'ici. Le docteur Pavel, le seul pouvant désamorcer la bombe, est mort. Ça c'est con. Toute l'île est séparée du monde et personne de l'extérieur peut venir aider les habitants. La bombe va exploser Gotham et c'est une personne inconnue qui pourrait actionner le détonateur. Tous les flics sont enfermés sous terre, c'est le chaos dans la ville, la réputation de Gordon est souillée, Batman est presque amorphe et prisonnier dans un pays inconnu. C'est un mardi normal en France, quoi. Entre des hallucinations avec Ra's al Ghul et une opération sans anesthésie un peu brutale, Bruce en apprend plus sur le passé de Bane, pensant que c'est le fils de Ra's al Ghul, venu se venger et perpétrer l'objectif de son père. Il se remet plutôt facilement de ses graves blessures et reprend l'entraînement. Enfin facilement, mais si on calcule le temps par rapport aux infos qu'on a, il est revenu à Gotham après presque 5 mois de captivité. Donc ça va, soyez un petit peu objectif, ça a pris du temps. Mais bien sûr. Au même moment, la rébellion se prépare dans un Gotham en mode No Man's Land, avec l'arrivée de forces spéciales qui viennent aider les policiers rescapés. On en apprend plus sur le réacteur qui est en fait devenu une bombe à retardement, et avant que les forces spéciales ne puissent agir, ils se font défoncer comme des bleus par la troupe de Bane, qui les pend à titre d'exemple. Je suis peut-être un peu innocent, mais voir ça dans un film de super-héros qui n'est pas R-rated, faut le faire, hein. Bruce, animé par la rage, échoue plusieurs fois à s'évader. Mais il comprend grâce à son compagnon de cellule que ce n'est pas la rage qui doit être un moteur, mais sa peur. Il doit l'utiliser à bon escient. Et pour cela, il doit s'évader sans corde. Je profite de ce moment pour dire que même si c'est un film grand public super-héros, jusqu'ici, on a peur pour les personnages. Personne n'est à l'abri.
Ils ont tous l'air condamnés et ça renforce notre implication. Et donc cette scène, cette ascension, ce chant, cette musique qui s'élève pour devenir presque émancipatrice pour le personnage, tout ça est incroyable. J'adore la scène. Mais 2 choses. Pourquoi tu la surcut ? 4 plans ! 4 plans ! Pourquoi tu peux pas laisser le saut en entier, puis voir les réactions ? C'est fou de monter cette scène comme ça. Et surtout, vous avez vu le mec qui fait un clin d'œil ? Qu'est-ce que ça veut dire? Relève-toi. C'est ici que beaucoup de gens se sont posé la question. Comment Bruce a-t-il fait pour revenir à Gotham alors qu'il est ruiné ? C'est Bruce Wayne les gens, un milliardaire qui a la ressource et qui, je pense, doit avoir 2-3 comptes cachés, sinon c'est pas un vrai milliardaire. Mais pas le temps de se préoccuper de ça, car on revoit Oppenheimer qui se la joue la mort ou Tchétché avec des prisonniers. Toi choisir mort ou Tchétché? C'est quoi, Tchétché? Tchétché, être Tchétché. Miranda, Gordon et Lucius sont capturés par Bane, mais grâce à l'aide de Selina, Bruce parvient à sauver Lucius qui lui donne un costume flambant neuf. Et si je devais être un poil pointilleux, c'est dommage que ce soit exactement le même. Oui, pardon, je fais un caprice d'enfant gâté, mais j'aurais bien aimé qu'il soit un poil upgradé. Ou avec de nouvelles couleurs par exemple. Non, pas ce style. Il ne reste plus que 12 heures avant que la bombe explose. Vu que le temps presse, Batman a eu le temps de faire un énorme bat de signal en feu pour gâcher l'effet de surprise de son retour. Non, c'est pour redonner l'espoir aux citoyens. Oui, enfin comme stratégie... Ça reste cramé! Je te déteste. Blake s'empresse d'aller libérer les policiers ensevelis mais se fait bloquer la route par Kratos. Batman le sauve et libère tous les policiers pour que la guerre éclate. Mais avant de commenter ça, faisons le point. Miranda est prisonnière de Bane, Selina doit libérer les accès au tunnel, Gordon s'occupe de localiser et ralentir la bombe, Fox prépare le réacteur pour le neutraliser, Blake se charge de faire évacuer un maximum de monde, et Batman mène la guerre contre Bane avec les flics. Ainsi tu es revenu pour mourir avec ta ville. Non, je suis venu pour te casser la gueule. Wow, mais calme-toi, tes parents t'ont pas éduqué ou quoi? Alors, que tu me pètes la colonne vertébrale, je veux bien. Que tu m'enfermes, je veux bien. Mais ça, c'est petit. Par rapport à cette scène, on pourrait polémiquer pendant des jours. Pourquoi il n'y a que les policiers qui se révoltent? Pourquoi la population ne rejoint pas la bataille? Peut-être qu'il y a eu un ordre pour que tout le monde reste chez soi, mais aucun indice dessus. Quelle symbolique peut-on voir avec les flics qui viennent sauver toute la ville? Pourquoi se battent-ils à main nue alors que la plupart ont des armes? Honnêtement, je vais le dire de la manière la plus simple au monde. Personnellement, j'en ai rien à carrer. Peut-être que beaucoup y voient une symbolique ou un message politique maladroit, mais encore une fois, Nolan arrive à m'immerger avec lui dans cette bataille épique. Pour vous dire, quand je revois un film pour une critique, j'essaie de prendre des notes pendant le visionnage. Sauf qu'ici, plusieurs fois, j'ai posé mes notes et je me suis laissé embarquer. Oui, le combat final est un peu court et la mort de Bane est un peu cartoonesque, mais j'ai vibré comme jamais. J'ai tremblé face à ce combat ultime d'une intensité folle. Et ça arrive rarement. Mais à la surprise générale, absolument pas, Miranda est en fait une traîtresse. C'est elle, la fille de Ra's al Ghul, celle qui a commandité toute l'attaque pour venger la mort de son père. Si comme moi vous avez suivi les infos par rapport au film avant la sortie, on a tous été spoilés. Heureusement, Gordon parvient à bloquer la détonation à temps. Et pendant que Miranda s'enfuit pour récupérer la bombe, les flics stoppent Blake et les enfants de l'orphelinat en faisant sauter le pont pour les empêcher de passer. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas un message pro-flic dans le film. Parce que parmi eux, il y a quand même des gros cons. Et lui, pourtant, il a bossé avec Dexter. Selina sauve in extremis Batman et c'est parti pour la course-poursuite finale. Et honnêtement, ça fait chier que YouTube soit aussi relou avec les droits d'auteur, car j'ai qu'une envie, c'est de laisser tourner ces 4 minutes entières tellement cette scène est dingue sur tous les plans. Mais passons, car on arrive à la fameuse scène. L'œuvre de mon père est accomplie. Attends, tout ça pour ça? Quoi? C'était pas bien? C'est pas que c'était pas bien, c'est juste que c'était... C'est de la merde. Non mais j'étais pas dedans, puis j'étais perturbée. Chris, putain, on se la refait, s'il te plaît. Mais non, ça passe! Effectivement, la scène est ratée. Mais la faute à qui? À Marion qui était enceinte à ce moment-là? À sa position qui doit être méga inconfortable? Ou bien à Christopher Nolan qui aurait pu choisir n'importe quelle autre prise? Ça passe. Non, ça passe pas. C'est pas normal. Marion Cotillard est une actrice talentueuse. Et même si elle a un petit peu plus de mal en anglais, elle a su le montrer brillamment dans Inception et dans Immigrants. Choisir cette prise, c'est vraiment entacher son image. Et le harcèlement qu'elle a subi à l'époque, juste pour un plan, c'est totalement débile et démesuré. Faut passer à autre chose, les gens. Marion Cotillard est une très bonne actrice et elle nous joue pas mal dans cette scène. Waouh, désolé, je m'en rendais pas compte. Elle joue mal pendant tout le film. Mais quel connard! Après un dernier bisou avec Selina et avoir dévoilé son identité à Gordon, Batman se sacrifie en emportant la bombe avec lui. Et là, les larmes montent. Évidemment que je pleure. Évidemment, bordel de merde! Comment voulez-vous que je tienne? J'oublie tout avec cette scène. Ce final est aussi amer qu'émouvant.
Et même si ce plan complètement débile vient presque gâcher le moment, bah le public est comme Blake, abasourdi. Oui, la ville est sauvée, mais son héros s'est sacrifié et ne recevra jamais les louanges qu'il mérite, après tout ce qu'il a traversé. Et Gordon et Alfred viennent enfoncer le couteau lors de l'enterrement de Bruce. Je n'ai pas été à la hauteur. J'avais votre confiance. Pour finir, une statue est érigée en l'honneur de Batman, avec peut-être un easter egg au Joker pour montrer l'ironie de la situation. Le testament de Bruce transforme le manoir Wayne en orphelinat, Blake quitte la police et suit les indications GPS données par Bruce, on apprend que l'autopilotage de la Bat a été réparé 6 mois auparavant par Bruce lui-même. Non. Également parmi les objets disparus, les notaires n'ont pas réussi à retrouver le collier de la mère de Bruce. Attends, ça veut dire? On retrouve Alfred à Florence qui prend une petite collation. Mais il est attiré par quelque chose. Son visage s'illumine. Il fait un signe de tête à une personne hors champ. Ça signifie que... Et putain de bordel de merde! Écoute-moi bien, Christopher. Les gens sont pas cons. Oui, la scène est magnifique et grisante, et on est heureux de savoir que Batman est en vie avec Selina. Mais pourquoi ce contre-champ? C'était pas du tout nécessaire. Tu aurais fini le film avec juste le chant sur Alfred, et la fin aurait été parfaite. On n'a pas besoin de toujours tout expliquer. Et ce geste aurait répondu parfaitement à ce qui a été expliqué au début du film. La scène fonctionne, mais elle aurait été encore plus belle sans ce plan. Je comprends pas pourquoi ils ont rajouté ce plan, franchement, il sert à rien, c'est n'importe quoi. Attends un peu. Peut-être parce que Bruce est mort? Beaucoup de gens partagent cette théorie, notamment Talkie-Walkie, avec une opinion qui tient plutôt la route. Je vous mets le lien en description. Et pour la résumer vulgairement, peut-être qu'Alfred imagine cette scène comme Bruce imaginait voir Ra's al Ghul dans le film. Peut-être est-ce un rêve? Une projection de son souhait pour qu'il puisse faire son deuil plus facilement? Ce serait une théorie incroyable et ça remettrait tout en cause. Sauf que ça marche pas vu que Christian Bale a confirmé que Bruce était vivant. Sans compter tous les indices entre le collier, l'autopilotage, le montage de la séquence finale qui est volontairement trompeur, vu que Nolan aime bien jouer avec le temps. Et si on veut aller plus loin, Alfred ne porte pas les mêmes vêtements. Donc ça montre bien que la scène est différente par rapport au premier flashback. Oh et puis merde, laissez-vous porter! Le film se termine par Blake qui s'appelle en fait Robin, qui découvre la Batcave montrant qu'il va reprendre le flambeau pour devenir le nouveau Batman. Ce film est maladroit, sur plein de points, mais le pari est réussi. Tragique, épique, ultra ambitieux, on a là une belle conclusion, qui certes ne réussit pas tout ce qu'elle entreprend, et s'en mêle les pinceaux à essayer d'être plus grand et fou que The Dark Knight. Mais elle arrive tout de même à nous prendre aux tripes, avec une vraie iconisation du héros, et des moments émouvants comme on en voit rarement avec le personnage. Mais alors pourquoi j'estime que c'est maladroit? Par son histoire qui fait très comics, mais qui est complexe pour rien, reposant sur des incohérences et invraisemblances qui ont du mal à passer. Par des dialogues jouant trop sur le lyrisme et la symbolique, qui parfois entachent le jeu des acteurs. Un montage qui certes s'améliore sur les combats, mais qui a beaucoup de soucis quand même. Par exemple, vous l'avez vu, mais il y a beaucoup de scènes où Nolan aime montrer les réactions des personnages spectateurs, sauf que cela casse le rythme. Et puis là où le film a provoqué le plus de débats, c'est par rapport à ses messages. Personnellement, j'aime ces thématiques abordées, pas forcément pour ce qu'elles représentent ou pourraient représenter comme opinion ou quoi que ce soit, mais plutôt par rapport à l'originalité. Surtout dans un film de super-héros. Nolan a spécifié qu'il ne voulait en aucun cas partager une opinion politique sur le film. Mais force est de constater que les spectateurs, et un peu moi aussi, on y voit quand même des choses intéressantes à analyser. Wall Street, les classes populaires contre les riches, la bataille entre les mercenaires et les flics. Même si le réalisateur n'a pas pour ambition de faire une tribune politique, le film peut traduire quelque chose de profondément politique, et ou engagé par rapport à ce qu'il dépeint. Personnellement à l'époque, ça m'a pas du tout dérangé, et en soi je pense qu'on peut passer outre. Mais aujourd'hui je peux comprendre les critiques, car ça n'a pas forcément sa place dans un film Batman. Mais à mes yeux tout ça, la dimension politique, ce n'est pas le message principal du film. The Dark Knight Rises parle avant tout d'héritage, de responsabilité, de comment est perçu le Batman, de comment briser un homme, mais pas le symbole qu'il incarne. C'est ça la force du Batman de Nolan. La tonalité du film est beaucoup plus tragique et tournée vers l'émotion. Normal pour une conclusion, mais on y trouve justement l'émotion qui manquait à Nolan. Et je pense que son frère Jonathan n'y est pas pour rien. Toutes les interactions entre Alfred et Bruce fonctionnent, dans leur taquinerie, mais aussi dans leurs moments douloureux. Jamais on n'aura vu un Bruce aussi démuni et aussi fragilisé. Et ça nous touche, nous spectateurs. Évidemment, le fait de le voir se rétablir aussi vite, c'est ultra cheaté, mais ça n'empêche pas de voir que toute sa renaissance physique et sensorielle nous bouleverse. Et c'est sans doute le plus gros point fort de cette trilogie, l'écriture du personnage de Bruce Wayne. Et puis merde quoi, le film nous offre des séquences dantesques. En termes de spectacle, de gravité et d'enjeu, le film est génial. C'est moins viscéral qu'avec le Joker, mais les enjeux sont plus conséquents. C'est ça que j'aime dans Spider-Man et Batman, c'est que les enjeux du héros ne sont pas de sauver le monde, mais juste de sauver sa ville et les gens qui l'aiment. Ces citoyens de Gotham, vous ne leur devez plus rien. Vous leur avez tout donné. Pas tout, non. Pas encore. Des objectifs beaucoup plus personnels et intimistes reliés au passé du personnage, qui nous permettent de mieux nous emmener dans son ressenti.
Et puis, contrairement à d'autres, je trouve le film beau, plutôt bien rythmé, et toujours aussi bien accompagné par Hans Zimmer. Le film sait se poser quand il faut, les scènes d'action sont bonnes, et la conclusion est satisfaisante. J'aime ce film d'amour, et je le défendrai jusqu'au bout malgré ses maladresses. Mais le principal problème de The Dark Knight Rises, c'est The Dark Knight. Mais je suis réaliste. Le passé, c'est le passé. Tu as changé les choses. À jamais. Encore aujourd'hui, le deuxième volet est considéré comme étant le meilleur film de super-héros qui ait jamais existé. A raison. Et c'est très difficile de pouvoir passer après lui. The Dark Knight Rises a ses qualités et ses défauts, mais voilà, The Dark Knight a absolument tout compris à son héros, en s'implantant dans un contexte réaliste qui a su marquer le public. En revenant sur les prémices et sur le ton de Batman Begins, The Dark Knight Rises est un poil éloigné de la tonalité du deuxième film. Éloignement voulu par Nolan lui-même, avec le décès de Heath Ledger, donc on peut pas lui en vouloir pour ça. On peut reprocher beaucoup de choses à Nolan et à ce dernier film, mais on ne peut pas dire qu'il a raté sa conclusion. Parce que c'est pas vrai. Tu sais que ça fait 2 fois que tu fais la même référence à Kaamelott. Putain, mais t'as pourri mon groove! Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. Tu disais? Honnêtement, il n'y aurait pas énormément de choses à changer pour rendre The Dark Knight Rises parfait. Quelques dialogues par-ci par-là, simplifier l'intrigue en évitant de vouloir complexifier des choses qui ne méritent pas, faire attention au montage et éviter de tomber dans la surabondance de symbolisme. Mais voilà, ce film, ça reste un de mes meilleurs souvenirs au cinéma. Ça peut paraître immature pour beaucoup, mais Batman, c'est toute mon enfance. J'ai grandi avec Burton et la série animée, j'ai mûri avec la trilogie de Nolan et j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'aimais autant Batman et j'ai compris pourquoi j'aimais le cinéma. Pour ces émotions, ces frissons que seul Batman peut me donner à chaque fois que je vois ses œuvres. Même Batman et Robin, lui c'est des frissons de malaise. The Dark Knight Rises mérite un second regard pour tout le spectacle et l'épique qu'il nous a offert. Une œuvre ambitieuse, peu conventionnelle, et ça devient de plus en plus rare aujourd'hui. Un accomplissement de plus de 7 ans qui a façonné ma cinéphilie. Et pour ça, malgré tout ce que je peux te reprocher, je ne pourrai jamais te remercier à la hauteur des émotions que tu m'as données. Alors merci Christopher Nolan, merci pour ces larmes et merci pour ce moment inoubliable. Et c'est avec ce discours complètement susboule et à l'eau de rose que je vous quitte. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo pour le soutien. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce tournage, à l'écriture et aussi à la post-production. Merci à tous et n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez. Ciao!